Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Sur cette chaîne, on s'est souvent interrogé sur la possibilité du voyage interstellaire. Quelle peut être la solution pour traverser les immensités qui séparent les étoiles, alors que les lois de la physique nous interdisent de dépasser la vitesse de la lumière? Faut-il chercher du côté de la fusion nucléaire, de l'antimatière, ou comme on en discutait la semaine dernière, du côté des trous de verre? Une des solutions possibles consiste à accepter que le voyage dure des milliers d'années, et donc qu'il faudra à minima des dizaines de générations pour arriver à bon port. C'est le concept qu'on retrouve derrière les vaisseaux générationnels, souvent illustrés par les cylindres d'O'Neill qui ont marqué l'imaginaire de nombreux amateurs de science-fiction. Mais plutôt que de se parquer dans des structures artificielles, pourquoi ne pas emprunter le meilleur vaisseau générationnel possible, une planète errante? Certaines estimations évaluent à 50 milliards le nombre de planètes errantes dans la Voie lactée. Ces planètes, sans étoiles, évoluent dans les profondeurs de l'espace, probablement après avoir été expulsées de leur système d'origine. Dans un papier publié il y a quelques semaines, Irina Karomanovskaya, chercheuse, estime que ces planètes devraient constituer un axe de recherche majeur pour la quête de vie intelligente ailleurs dans l'univers. Une civilisation suffisamment avancée pourrait ainsi décider de s'implanter sur une planète errante lors de son passage près de son système d'origine. Cela pourrait par exemple être vu comme une stratégie de survie si l'étoile du système arrive au bout de sa vie, ou comme une stratégie d'expansion. Il est par ailleurs possible d'imaginer qu'avec suffisamment d'énergie, une planète naine, similaire à celle qu'on trouve dans la ceinture de Kuiper, puisse être transformée en vaisseau géant. L'opération demanderait des ressources fabuleuses, mais si elle est vue comme la seule alternative à l'extinction, pourquoi pas? Des voyageurs sur une planète errante pourraient ainsi bénéficier de ressources et d'un champ gravitationnel stable. À l'écart de toute source lumineuse, ils devraient en revanche générer eux-mêmes la vaste majorité de l'énergie qui serait nécessaire à la survie. Ce qui est théoriquement possible via la fission ou la fusion nucléaire. Éventuellement, au gré des millions d'années, la civilisation errante pourrait trouver l'opportunité de s'implanter dans un système plus classique, avec une étoile et une énergie plus simple d'accès. À supposer que ce soit encore souhaitable pour une espèce qui se serait complètement adaptée à son nouveau milieu. Cela ouvre en tout cas une piste de recherche nouvelle pour la quête de vie intelligente. Plusieurs dizaines de planètes errantes ont déjà été découvertes dans la Voie lactée. Elles sont difficiles à détecter car mobiles et loin de toute source de lumière. On peut cependant espérer que les prochaines décennies permettront de constituer un catalogue de plus en plus complet. On pourrait alors surveiller les émissions radio de ces mondes ou tenter de détecter d'éventuelles structures artificielles. Si les planètes errantes sont aussi nombreuses qu'on le suppose dans la Voie lactée, il est par ailleurs possible que certaines d'entre elles passent à proximité du système solaire. Cela pourrait ouvrir à l'humanité les mêmes opportunités qu'on suppose ici pour des espèces avancées. Intercepter une planète passant à une demi-année-lumière de nous serait complexe, mais beaucoup plus simple que d'aller jusqu'à Proxima du Centaure. Avant d'en arriver là, il faudra trouver des moyens de détecter et caractériser ces astres étranges, pour commencer par estimer leur nombre réel. Sans transition, on passe du côté de Mars, où le petit drone hélicoptère Ingenuity continue de battre des records. Plus d'1 an après son arrivée sur la planète rouge, il ne faiblit pas, bien au contraire. Le mois dernier, lors de son 25e vol, il a pu franchir une distance de 700 mètres, à la vitesse moyenne de 19 km/h. Et voilà quelques jours, la NASA a publié une vidéo de l'exploit. On y voit le drone survoler une étendue relativement plate, parsemée de quelques rochers et cailloux. C'est probablement la meilleure estimation que vous pouvez avoir de ce que cela fait de se déplacer sur Mars. Le drone ne s'est pas arrêté là et est actuellement en train de préparer son 29e vol. Il a connu un petit raté voilà quelques semaines en manquant une fenêtre de communication avec Persévérance. Cela semble être dû à une baisse de ses ressources en énergie, elle-même due à un climat martien plus poussiéreux. Une véritable plaie pour tous les appareils qui reposent sur des panneaux solaires.
La situation en devient même désespérée du côté d'InSight, un autre atterrisseur martien qui est en train de contempler le bout de sa mission. Voilà quelques jours, la NASA a partagé ce qu'elle annonce être le dernier selfie du robot. On peut l'y voir couvert de poussière, ce qui réduit fortement l'efficacité de ses panneaux solaires. Les rares ressources disponibles servent à maintenir actif le sismomètre de la mission, un instrument fourni par le CNES qui a fourni l'essentiel du retour scientifique d'InSight. Est-ce que l'atterrisseur pourra encore tenir quelques jours, quelques semaines ou quelques mois? À moins d'une grosse surprise, on aura malheureusement la réponse avant la fin de l'année. Pour continuer sur les problèmes matériels de la NASA, il y a aussi les combinaisons des astronautes qui souffrent de fuite. L'agence spatiale vient de mettre en pause tous ses projets de sortie extravéhiculaire, le temps de trouver une solution à un souci qui s'est manifesté le 23 mars dernier. L'astronaute européen Matthias Maurer effectuait une sortie de 7 heures lorsqu'il a constaté que de l'eau s'accumulait sur la visière de son casque. Il n'y a rien qui ait présenté un danger immédiat, mais c'est tout de même une situation préoccupante. L'agence spatiale américaine va se donner quelques semaines pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé et comment résoudre le problème. La combinaison fautive sera ramenée sur Terre avec la prochaine mission cargo du vaisseau Dragon. Les combinaisons EMU commencent à se faire très vieilles. 18 d'entre elles ont été fabriquées à partir du début des années 80 et seulement une dizaine sont encore opérationnelles. La NASA espère encore les exploiter jusqu'au milieu ou à la fin de la décennie. La combinaison XEMU, qui présente de nombreuses améliorations, pourra alors prendre son relais. D'ici là, il faut que les EMU tiennent la route. Ce n'est pas la première fois qu'une fuite d'eau dans un casque est détectée. En 2013, cela avait amené à une situation qui pouvait être qualifiée de dangereuse, puisqu'un astronaute s'était retrouvé avec un demi-litre d'eau dans son casque et avait dû en urgence mettre un terme à son EVA. Une solution rapide serait donc préférable. De ce côté, on dénote plusieurs initiatives privées qui pourraient déboucher rapidement. SpaceX va tester une combinaison d'EVA lors d'un vol Dragon avec la mission Polaris Dawn qui pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Axiom Space développe aussi sa propre combinaison d'EVA, même si on en connaît encore peu à son sujet. La NASA pourrait donc éventuellement choisir de se tourner vers ces solutions en attendant que la XEMU entre en piste. Du côté de la Chine, la préparation de la mission Chang'e 7, la prochaine étape du programme lunaire du pays, a commencé. Et il semblerait que la CNSA veuille se montrer encore plus ambitieuse que jusqu'à maintenant. Chang'e 7 devrait décoller en 2024 ou 2025. Elle comprendra un orbiteur, un atterrisseur, un rover et une sorte de mini-drone volant. Tout ce petit monde prendra la direction du pôle sud pour un alunissage ultra précis. Des chercheurs de l'université de Fudan, à Shanghai, viennent de publier un papier sur le site d'atterrissage de la mission. Elle devrait viser un pic de lumière éternel à la bordure d'un cratère plongé dans les ténèbres de manière permanente. Ces cratères ont des températures qui descendent en dessous des moins 200 degrés Celsius. Certains d'entre eux n'ont pas vu la lumière du jour depuis des millions d'années. Cela en fait des refuges parfaits pour les composés volatiles, dont l'eau. La Chine espère profiter de la position de son atterrisseur en bordure pour explorer l'intérieur de ces zones d'ombre éternelles. Ce sera d'ailleurs le rôle du mini-drone qui, avec ses propulseurs, pourra faire des bonds à l'intérieur du cratère avant de revenir. Les cratères Shackleton et Shoemaker sont ceux qui semblent présenter le plus d'opportunités. L'équipe chinoise s'est appuyée sur les données de la sonde américaine LRO pour identifier des régions à peu près plates en bordure de ces cratères. Comme quoi, des fois la Chine et les États-Unis peuvent collaborer par la force des choses. Chang'e 7 s'annonce comme une mission pivot dans l'effort mondial de retour sur la Lune. Si la sonde identifie des ressources en glace d'eau bien présentes et facilement accessibles, l'intérêt des nations du monde en sera renouvelé. Si en revanche Chang'e 7 peine à identifier de l'eau ou montre que cette dernière est très difficilement accessible, le pôle sud lunaire perdra de son attrait. Allez, pour finir ce DNDE, nous souhaitons partager cette image avec vous. Voici notre étoile, le Soleil, vue par la sonde européenne Solar Orbiter. Le cliché a été pris fin mars, alors que l'observatoire passait au plus près de notre astre. À l'abri derrière son bouclier thermique, il a pu prendre de nombreuses mesures et même des séquences vidéo. Il faudra plusieurs mois ou même années pour tirer tous les enseignements de ces observations. Celles-ci sont d'ailleurs loin d'être finies. La sonde européenne et sa consoeur américaine Parker Solar Probe continuent de se rapprocher de notre étoile, au gré de multiples survols de Vénus. Elle devrait donc fournir des images encore plus rapprochées dans les années qui viennent.
Comme on se rapproche par ailleurs d'un maximum solaire, une période d'activité intense de notre étoile, elle devrait avoir de belles trouvailles à réaliser. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaire pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le samedi 11 juin à 17h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.